Tout le monde parle de châteaux et de rois, mais les auberges médiévales étaient le lieu où la vraie vie se déroulait. Elles étaient bondées, bruyantes et remplies d'histoires que personne ne prenait la peine d'écrire. Si vous voulez savoir ce que c'était réellement de séjourner dans une auberge médiévale, il est temps de franchir la porte et de le découvrir. Manger dans une auberge médiévale, le mystère du ragoût. Si vous vous êtes déjà plaint d'attendre trop longtemps votre nourriture au restaurant, estimez-vous heureux de ne pas dîner dans une auberge médiévale. À l'époque, manger à l'extérieur n'était pas une question de menu sophistiqué ou de commandes diététiques spéciales. Il s'agissait plutôt de se gaver de tout ce que l'aubergiste parvenait à attraper, trouver ou rassembler ce jour-là. Le plat principal dans la plupart des auberges était le ragoût. Ce n'était pas le ragoût soigneusement préparé avec des ingrédients spécifiques que votre grand-mère cuisine, mais un mélange mystérieux qui changeait quotidiennement en fonction de la viande disponible. Le lapin était une trouvaille heureuse, l'écureuil, moins chanceux, mais tout de même courant. La version médiévale du jeu « Devine l'ingrédient » n'était pas un jeu de société amusant, c'était le dîner. Certains voyageurs plaisantaient, même en disant que demander quelle viande il y avait dans le ragoût était le moyen le plus rapide de perdre l'appétit. Ces ragoûts étaient normalement servis dans des bols en bois avec un morceau de pain. Le pain n'était pas le pain doux et moelleux typique du supermarché, mais un pain dur et dense qui pouvait également être utilisé comme assiette, appelé tranchoir. Ces assiettes comestibles absorbaient les jus du ragoût jusqu'à ce qu'elles soient suffisamment tendres pour être mangées, à condition que vous ayez encore faim après le plat principal. Sinon, ces morceaux imbibés de sauce étaient souvent récupérés et donnés aux pauvres ou utilisés pour nourrir les animaux. Une chose dont les médiévaux ne manquaient jamais, c'était la bière. En fait, dans de nombreux endroits, il était légalement obligatoire d'avoir du pain et de la bière disponibles en permanence. Ce n'était pas seulement pour satisfaire les clients, c'était un service public. Des lois en Angleterre datant du 13e siècle exigeaient que des barrières soient construites le long des routes principales pour maintenir un approvisionnement en nourriture et en boissons pour les voyageurs. La bière était si épaisse à certains endroits que vous auriez pu y planter une cuillère si vous aviez pu la retrouver après l'avoir laissée tomber. En parlant des restes d'hier, les aubergistes médiévaux étaient les recycleurs de nourriture originaux. Rien n'était gaspillé. La bouillie du matin pouvait devenir une partie du ragoût du soir. Les restes du ragoût du lundi réapparaissaient dans la marmite du mardi. On n'appelait pas ça une intoxication alimentaire. On appelait ça être économe. Dans de nombreux cas, la marmite n'était jamais complètement vidée. Elle était simplement continuellement réapprovisionnée en ingrédients frais. Certains marchands ambulants affirmaient que certains ragoûts célèbres mijotaient sans interruption depuis des années. Pour ceux qui avaient un peu plus d'argent à dépenser, des offres légèrement meilleures étaient parfois disponibles. Un morceau de fromage qui n'avait pas complètement tourné au vert ou une coupe de viande que vous pouviez réellement identifier coûtait plus cher. Le poisson frais était un luxe réservé aux pêcheurs vivant près des rivières ou des côtes. Et même là, frais était une description généreuse. Les ustensiles étaient simples, se limitant généralement à des couteaux et des cuillères. Les fourchettes étaient dits rares et la plupart des gens mangeaient de toute façon avec leurs mains. Les bonnes manières à table consistaient principalement à essayer de ne pas poignarder votre voisin en essayant d'atteindre le pain. Les repas étaient normalement servis à des heures fixes et tout le monde mangeait ensemble à de longues tables en bois. Ce repas communautaire était le moyen par lequel les nouvelles voyageaient. Des accords étaient conclus et des discussions commençaient. Vos compagnons de table pouvaient être des fermiers locaux ou des marchands ambulants, tous entassés sur des bancs en bois qui avaient connu des jours meilleurs. Le sommeil communal et le manque d'intimité. Alors que la nuit tombait et que les estomacs se remplissaient d'un ragoût douteux, ces mêmes bancs de la salle à manger se transformaient souvent en quelque chose de tout à fait différent. Votre lit. Et si vous pensiez que partager une table avec des inconnus était intime, attendez d'entendre parler des arrangements de sommeil à l'époque médiévale. Après avoir rempli votre estomac de ce ragoût mystérieux, vous aurez besoin d'un endroit pour reposer vos os fatigués.
Les hôtels modernes offrent des chambres privées avec des serrures, des draps propres et des pancartes « Ne pas déranger ». Les auberges médiévales n'offraient aucun de ces luxes. Au lieu de cela, elles fournissaient une première version des réseaux sociaux, que vous le vouliez ou non. Le concept de chambre privée était presque inconnu dans la plupart des auberges médiévales. Les voyageurs ordinaires dormaient dans ce que nous pourrions appeler des dortoirs communs, bien que les appeler des chambres soient généreux. Souvent, ces zones de couchage n'étaient que la même salle où tout le monde venait de manger. Les tables étaient en poussée, les paillasses déroulées, et soudain, la salle à manger devenait un dortoir. Ces espaces de couchage suivaient une règle simple, entasser autant de corps que possible. Une auberge typique pouvait n'avoir qu'une ou deux grandes zones de couchage avec plusieurs lits, chacun conçu pour accueillir plusieurs personnes. Et par conçu, nous entendons que le propriétaire avait décidé que 4 adultes pourraient tenir dans un lit que les normes modernes considéreraient comme petit pour 2 personnes. Le slogan de l'aubergiste médiéval aurait bien pu être « Il y a toujours de la place pour un de plus, surtout si ce un de plus a des pièces à payer ». Les lits eux-mêmes étaient des affaires rudimentaires. Des cadres en bois avec des supports en corde et des matelas remplis de paille, de foin ou, si vous étiez dans un établissement chic, de laine. Les draps, s'il y en avait, étaient rarement changés entre les hôtes. Les oreillers étaient de petits sacs, également remplis de foin ou de laine. Les punaises de lit, les puces et les poux étaient des compagnons de lit si courants qu'il ne valait même pas la peine de s'en plaindre. C'étaient simplement des compagnons de voyage attendus. Les registres de l'Angleterre du 14e siècle montrent que les conseils municipaux devaient parfois adopter des lois exigeant que les aubergistes changent la literie au moins une fois tous les 3 mois. Un fait qui vous dit tout ce que vous devez savoir sur les normes d'hygiène de l'époque. La véritable horreur du sommeil médiéval n'était pas seulement la propreté douteuse, c'était le manque total d'intimité. Les voyageurs partageaient régulièrement des lits avec des inconnus absolus. Parmi vos compagnons de lit pouvaient se trouver des marchands, des pèlerins ou des ivrognes locaux qui ne pouvaient pas rentrer chez eux. Vous vous endormiriez à côté de quelqu'un dont vous ne connaîtriez pas le nom, mais dont vous n'oublieriez jamais le ronflement. Seuls les voyageurs les plus riches pouvaient espérer un certain type d'hébergement privé. Un riche marchand ou un noble mineur pouvait obtenir une petite chambre avec un lit simple, bien que ce luxe ait un prix élevé. Ces chambres privées n'avaient souvent que des murs minces et des portes sans serrure. L'intimité était un concept qui était encore à des siècles d'être considéré comme un droit. Même dans ces meilleurs hébergements, vous n'étiez pas vraiment seul. Les rats, les souris et divers insectes considéraient votre chambre comme leur territoire bien avant votre arrivée. Les souris ne payaient pas leur hébergement, mais elles s'attendaient certainement à un accès complet aux installations. Une coutume particulièrement étrange qui nous choque aujourd'hui était la pratique des serviteurs ou des assistants dormant au pied du lit de leur maître. Un noble pouvait avoir son garde personnel dormant juste de l'autre côté de la porte de sa chambre, en partie pour sa protection, en partie parce qu'il n'y avait tout simplement pas d'autre endroit où le mettre. Les voyageurs apportaient souvent leur propre literie, une sage précaution étant donné l'état des draps disponibles. Beaucoup portèrent des sacs de couchage qui pouvaient être posés sur le matelas en question, comme une barrière contre les taches d'été mystérieuses et les insectes résidents. Aussi troublantes que ces conditions de sommeil nous paraissent aujourd'hui, elles remplissaient une importante fonction sociale. Nouvelles, potins, affaires et amitiés se forgeaient dans ces dortoirs communs. De nombreux voyageurs attendaient en fait avec impatience les liens qui se formaient en partageant ces conditions exiguës. La vie nocturne est le divertissement brut. Lorsque tout le monde s'était enfin couché pour la nuit, blottis comme des poissons salés dans un tonneau et essayant d'ignorer la symphonie des ronflements, l'auberge retrouvait enfin le silence. Ou non, car une fois les bougies éteintes, un tout autre type de divertissement commençait souvent. Le fait que le soleil se couche ne signifiait pas que le plaisir s'arrêtait dans les auberges médiévales. La tombée de la nuit marquait souvent le début du véritable divertissement,
avec la lumière du feu et les rires bruyants créant le cadre parfait pour la vie nocturne médiévale. Boire était l'attraction principale. La bière médiévale n'était pas la bière claire et pétillante que nous connaissons aujourd'hui. Elle était épaisse, trouble et souvent chaude, comme du pain liquide avec un coup de pied épicé. Les registres montrent que la personne médiévale moyenne consommait jusqu'à 1 gallon de bière par jour. Ce n'était pas seulement pour le plaisir. L'eau n'était souvent pas potable. L'âle, ayant été bouilli lors de sa fabrication, était en fait plus sûr. Lorsque l'aubergiste vous demandait si vous vouliez un autre verre, ce n'était pas seulement une bonne affaire, c'était un service de santé publique. Les dés étaient le jeu de hasard préféré dans la plupart des auberges. Simples à jouer et faciles à truquer, les jeux de dés pouvaient transformer des inconnus amicaux en ennemis jurés en quelques minutes. De nombreuses parties se terminaient par des disputes houleuses, ce qui explique pourquoi de nombreuses villes avaient des lois interdisant le port d'armes à l'intérieur des tavernes. Cependant, les couteaux plus petits étaient autorisés puisque tout le monde en portait pour manger. La frontière entre un couteau de table et un couteau de combat était commodément floue. Le chant était un autre divertissement populaire. Des chants de groupes bruyants avec d'innombrables couplets que tout le monde semblait connaître. Des histoires de héros, d'amour impossible ou de grandes batailles devenaient plus fortes et moins cohérentes à mesure que la nuit avançait. Au 10e couplet, même le chat pouvait mieux chanter que la plupart des personnes présentes. Certaines auberges attiraient des artistes itinérants. Ménestrels, conteurs et bouffons se produisaient en échange de nourriture, de boissons et peut-être d'un meilleur endroit pour dormir. Ces artistes apportaient des histoires et des informations de villes lointaines, en plus de leur divertissement. Les bagarres de taverne étaient si courantes qu'elles étaient pratiquement des événements programmés. Une bonne nuit se mesurait au nombre de dents perdues. Les aubergistes avaient généralement de gros bâtons à portée de main pour rétablir l'ordre si nécessaire. Le divertissement le plus apprécié était le potin. Les nouvelles voyageaient lentement au Moyen Âge et les auberges servaient de centre d'information. À une époque sans journaux, une nuit à la taverne était le moyen pour la plupart des gens de savoir ce qui se passait dans le monde. Lorsque la cloche du couvre-feu sonnait en ville, les clients retournaient à contre-cœur dans leur lit commun. Les voyageurs les plus intelligents s'assuraient rapidement une place pour dormir. Le plus lent pouvait se retrouver à côté de la personne qui avait chanté le plus fort pendant les chants à boire de la nuit. Règles et dangers des auberges. Médiéval. Une fois le divertissement terminé et les corps entassés dans des espaces partagés, tout le monde était censé suivre certaines règles. Mais, comme vous pouvez l'imaginer, les règles des séjours médiévaux étaient aussi efficaces que d'essayer de rassembler des chats dans un champ ouvert. À l'époque médiévale, les règles existaient, bien que les suivre soit une toute autre question. Contrairement aux règles clairement affichées que l'on trouve dans les hôtels modernes, les règles médiévales étaient plutôt de fortes suggestions appuyées par le lourd bâton de l'aubergiste. Première règle, payer à temps ou faire face aux conséquences. Les aubergistes ne géraient pas d'œuvres de bienfaisance. Ils avaient besoin d'être payés et n'avaient pas peur de prendre des garanties. Les registres de l'Angleterre du XIIIe siècle montrent que les voyageurs qui ne pouvaient pas payer leurs factures pouvaient voir leurs chevaux, leurs vêtements ou même leurs armes confisquées jusqu'à ce qu'ils règlent leurs dettes. Certains autres malheureux qui ne pouvaient pas payer leurs factures ont fini par régler leurs dettes en nettoyant les écuries. Certainement une déchéance des commodités déjà douteuses à l'intérieur. Deuxième règle, pas de combat à l'épée à l'intérieur du bâtiment. Cela peut sembler évident, mais c'était si courant que de nombreuses villes avaient pas des ordonnances spécifiques l'interdisant. L'amende pour avoir sorti une épée dans une taverne de Londres en 1273 était de 20 shillings, une somme considérable quand le logement d'un chevalier pouvait ne coûter qu'un penny. Cependant, les couteaux plus petits étaient autorisés, car tout le monde en portait pour manger. La frontière entre un couteau de table et un couteau de combat était commodément floue. Troisième règle, rester silencieux après le couvre-feu. La plupart des villes médiévales sonnant les cloches pour signaler le couvre-feu, généralement vers 21 h en hiver et 22 h en été.
Après cette heure, les portes devaient rester fermées et le silence devait être maintenu. En réalité, ces règles s'appliquaient principalement aux petites zones intérieures. Les grands établissements situés dans les rues principales continuaient souvent leurs festivités jusque tard dans la nuit, surtout si des dignitaires locaux étaient présents. Quatrième règle, ne pas voler les autres clients. Bien que cela semble être du bon sens, le vol était une pratique très répandue au Moyen Âge. Certains propriétaires avertissaient qu'ils n'étaient pas responsables des biens volés, tandis que d'autres offraient un entreposage sécurisé pour les objets de valeur, moyennant des frais supplémentaires, bien sûr. Les voyageurs apprenaient rapidement à dormir avec leur bourse sous leur oreiller ou attachée autour du cou. Cinquième règle, ne pas apporter de maladie à l'auberge. Pendant les épidémies de parsemie de peste, les voyageurs présentant des symptômes pouvaient être refoulés sans discussion. Étant donné le peu de connaissances médicales de l'époque, cela signifiait que toute personne ayant une toux, de la fièvre ou des taches suspectes pouvait se retrouver à dormir dans les bois. Certaines villes exigeaient que les voyageurs restent en dehors des murs de la ville pendant plusieurs jours avant d'entrer, une forme primitive de quarantaine. L'application de ces règles variait énormément. Dans les petits villages où tout le monde se connaissait, la pression sociale maintenait la plupart des hôtes à distance. Dans les villes avec des marchés très actifs ou le long des routes principales, l'application de la loi dépendait largement de l'influence ou de l'argent de l'hôte. Un riche marchand pouvait enfreindre toutes les règles du livre et ne recevoir rien de plus qu'une toux polie de l'aubergiste, tandis qu'un pauvre voyageur pouvait être expulsé pour avoir accidentellement renversé une chope de bière. Les registres judiciaires de l'Angleterre médiévale montrent que les aubergistes eux-mêmes étaient soumis à des réglementations strictes. Ils pouvaient être condamnés à une amende pour avoir dilué la bière, utilisé de fausses mesures ou autorisé le jeu après le couvre-feu. En 1309, un aubergiste de York a été condamné à une amende équivalente à 2 semaines de revenus pour avoir vendu de la bière dans des récipients non marqués. Une infraction grave lorsque des mesures standards étaient légalement requises. Certains établissements ont développé leurs propres règles internes, au-delà des exigences légales. On pouvait s'attendre à ce que les clients participent aux prières du matin, contribuent au bois de chauffage pour les espaces communs ou aident à des tâches simples pendant les séjours plus longs. Que ces tâches soient accomplies de bonne humeur ou dans le bruit dépendait largement de la quantité de bière consommée la nuit précédente. Malgré ces tentatives d'ordre, les auberges médiévales n'étaient pas exactement des havres de paix pour les voyageurs. Entre la nourriture douteuse, les dortoirs partagés et les hôtes de moralité douteuse, séjourner dans une auberge donnait parfois l'impression de sauter de la poêle à frire dans le feu. Les dangers et la criminalité. Même avec des règles affichées et des gardiens qui veillent, les auberges médiévales avaient une réputation méritée d'être des endroits dangereux. Les voyageurs avec des bourses pleines se retrouvaient souvent avec des bourses vides le matin. Le vol n'était pas seulement un risque sur la route. Il continuait juste sous le toit soi-disant sûr de l'auberge. De nombreuses auberges à travers l'Europe ont acquis une notoriété en tant que centre d'activité criminelle. Certains aubergistes collaboraient activement avec les voleurs, les aidant à identifier les cibles riches parmi leurs hôtes. L'arrangement était simple. L'aubergiste fournissait des informations sur les chambres occupées par les voyageurs les plus riches et les voleurs partageaient une partie de ce qu'ils dérobaient. Les registres judiciaires de l'Angleterre du 14e siècle contiennent des centaines de cas impliquant des aubergistes accusés de complicité de vol à leurs propres clients. Votre aubergiste pouvait vous servir le pire ragoût de votre vie. Mais au moins, il vous donnait un toit et des instructions détaillées aux voleurs sur le lit où vous dormiriez. Les méthodes utilisées par les voleurs étaient étonnamment astucieuses. Certains perçaient de petits trous dans les murs entre les chambres pour observer les clients et compter leur argent. D'autres attendaient que les invités soient profondément endormis avant de se faufiler dans les dortoirs communs. Les criminels plus intelligents engageaient des conversations amicales avec les voyageurs pendant le dîner, apprenant leurs affaires et leurs richesses en partageant des verres. En réponse à ces dangers, les voyageurs médiévaux ont développé leurs propres mesures de sécurité.
Beaucoup cousaient des pièces d'or dans l'ourlet de leurs vêtements. D'autres portaient des ceintures spéciales pour l'argent sous leur tunique. Les marchands voyageaient souvent en groupe et se relayaient pour veiller la nuit. Les registres légaux de Paris du début du 14e siècle montrent qu'environ un crime déclaré sur 5 s'est produit dans ou à proximité des auberges. Le chiffre était probablement beaucoup plus élevé, car de nombreuses victimes ne prenaient pas la peine de signaler les vols lorsqu'elles n'étaient que de passage. Tous les dangers ne provenaient pas d'activités criminelles délibérées. L'incendie était une menace constante dans les bâtiments médiévaux. Les auberges, avec leurs grands feux, leurs nombreuses bougies et leurs clients souvent ivres, étaient particulièrement vulnérables. Un incendie qui prenait naissance dans une auberge pouvait rapidement se propager aux bâtiments environnants. Pour cette raison, de nombreuses villes avaient des règles strictes sur le moment où les feux de cuisine devaient être éteints. À Londres, la cloche du couvre-feu marquait littéralement le moment de couvre-feu, couvrir le feu en français. L'intoxication alimentaire était un autre danger courant. Sans réfrigération et avec des normes de préparation alimentaire douteuses, un mauvais repas pouvait rendre les voyageurs gravement malades. Les registres des hôpitaux monastiques près des grandes routes montrent de fréquents cas de voyageurs cherchant un traitement pour des maux d'estomac après avoir dîné dans des relais routiers. La maladie se propageait rapidement dans les espaces confinés des auberges. Pendant les années de la peste, séjourner dans une auberge bondée était particulièrement risqué. Certaines villes interdisaient même aux voyageurs d'entrer pendant les épidémies, les forçant à camper en dehors des murs de la ville. Il y avait ensuite le risque de la route elle-même. Les brigands surveillaient souvent les auberges, notant le départ des voyageurs riches et les suivant vers des endroits isolés. Certains bandits prenaient pratiquement des réservations en écoutant les plans de voyage discutés pendant le dîner. Ce danger a donné lieu à la pratique courante des voyageurs de voyager en groupe, même s'ils venaient de se rencontrer, pour se protéger mutuellement. Peut-être l'aspect le plus troublant de l'insécurité était le manque de protection légale existante pour les voyageurs. En tant qu'étranger dans une ville inconnue, vous aviez peu de recours si vous étiez volé ou trompé. Les tribunaux locaux favorisaient fortement les résidents par rapport aux visiteurs. À moins que vous ne soyez un noble ou que vous n'ayez des relations puissantes, la justice était rarement rendue. Malgré tous ces dangers, les gens médiévaux ont continué à voyager et les auberges ont continué à remplir une fonction cruciale. Elles étaient des maux nécessaires, dangereux, sales et inconfortables, mais toujours meilleurs que de dormir dans un fossé. Les gens ont développé des stratégies pour rester en sécurité. Plus qu'un simple gîte, le rôle central des auberges. Alors, avec tous les dangers, les inconforts et les ragouts douteux, pourquoi les voyageurs médiévaux continuaient-ils de choisir les auberges? La réponse réside dans ce que ces établissements offraient au-delà d'un toit et d'un lit. Les auberges servaient de centre de communication de leur époque. Dans un monde sans téléphone, Internet ou système postaux fiables, les auberges sont devenues les lieux où l'information circulait le plus librement. Les marchands s'informaient sur les conditions du marché dans les villes éloignées. Les agriculteurs prenaient connaissance des conditions météorologiques affectant les récoltes. Les artisans échangeaient des techniques et des innovations. L'auberge médiévale était essentiellement un réseau social, à l'exception que les trolls pouvaient vous frapper. Ces établissements ont joué un rôle crucial dans le développement de ce qui allait devenir des routes postales. Vers la fin du 14e siècle, certaines auberges avaient des arrangements formels pour faire passer des lettres à l'auberge la plus proche sur la route. Les messagers s'arrêtaient dans les auberges pour se reposer, créant ainsi des points de relais naturels. Ce système informel s'est progressivement transformé en service de distribution de courrier plus organisé. Les registres des territoires allemands du 15e siècle montrent que certains aubergistes recevaient des paiements officiels pour la garde et le transfert de messages. Les auberges marquaient également le chemin pour les voyageurs à une époque où il n'y avait pas de cartes détaillées ni de panneaux de signalisation. Leur présence définissait les routes et les carrefours importants. De nombreuses routes modernes suivent des chemins qui ont été tracés à l'origine par des auberges médiévales espacées le long du voyage.
Rien qu'en Angleterre, plus de 300 rues actuelles contiennent le mot « inn » dans leur nom, indiquant où se trouvaient autrefois ces établissements. Pour les commerçants et les marchands, les auberges offraient-ils plus qu'un logement. Elles offraient des lieux sûrs pour stocker les marchandises. Beaucoup avaient des entrepôts verrouillables où les biens de valeur pouvaient être entreposés pendant la nuit. Cette sécurité, malgré ses imperfections, a permis au commerce de prospérer. L'impact économique était si important que certaines villes médiévales offraient des incitations fiscales aux auberges qui s'établissaient le long des principales routes commerciales. Les auberges sont devenues des lieux naturels pour les affaires et les contrats. Les registres de centres commerciaux comme Bruges et Florence montrent que les aubergistes servaient souvent de témoins aux transactions commerciales. Certaines auberges spécialisées sont devenues connues comme des lieux où se rencontraient certains types de marchands. Les marchands de laine, d'épices ou les métallurgistes savaient quels établissements s'adressaient à leur industrie. Pour les autorités municipales et locales, les auberges fournissaient un moyen de contrôler qui entrait et sortait. De nombreuses régions exigeaient des aubergistes qu'ils déclarent leurs clients aux fonctionnaires locaux. Cette pratique a commencé comme une mesure de sécurité, mais a évolué pour devenir une forme précoce de gestion du tourisme. Au milieu du 15e siècle, certaines villes italiennes collectaient déjà des données sur le nombre de visiteurs grâce à des registres d'auberges. Étonnamment, les auberges ont également contribué à la santé publique. Si leur assainissement était discutable selon les normes modernes, les villes dotées d'infrastructures établies avaient tendance à développer de meilleurs systèmes d'élimination des déchets pour s'adapter à la densité de population accrue. Les fouilles archéologiques sur des sites d'auberges médiévales révèlent souvent des systèmes de drainage plus avancés que ceux trouvés dans les habitations ordinaires de la même période. L'échange culturel a prospéré dans les auberges, où des voyageurs de différentes régions partagèrent des histoires, des chansons et des coutumes. Les techniques alimentaires et culinaires se sont propagées le long des routes. La pratique courante des ménages de manger, principalement ce qu'ils cultivaient localement, a été remise en question par les cuisines des auberges qui intégraient des ingrédients et des recettes de diverses régions. Un aubergiste affirmait un jour pouvoir dire d'où venait un voyageur, non pas par son accent, mais par la façon dont il se plaignait de la bière locale par rapport à la sienne. Certaines auberges se spécialisaient dans l'accueil de types spécifiques de voyageurs. Les auberges de pèlerins offraient des services religieux et des conseils. Les auberges de marchands proposaient des balances pour peser les marchandises et de grandes tables pour les inspecter. Les auberges près des universités accueillaient des érudits et des étudiants avec des chambres plus calmes et un meilleur éclairage pour la lecture. Au fil des siècles, bon nombre de ces établissements ont gagné en réputation et en qualité de service. Certains des plus anciens hôtels encore en activité aujourd'hui en Europe ont commencé comme des auberges médiévales. Le Beau Rivage à Genève, le Old Bell en Angleterre, et d'autres ont leurs racines il y a des centaines d'années. Ces humbles débuts ont façonné la façon dont nous comprenons l'hospitalité jusqu'à ce jour. Heureusement, avec moins de punaises de lit et de ragoûts mystérieux, des centres de communication aux centres d'affaires, des points de contrôle de sécurité aux creusets culturels, les auberges médiévales étaient bien plus que de simples lieux pour manger et dormir. Elles constituaient l'infrastructure essentielle qui a rendu possible des sociétés plus complexes, connectant les gens et les lieux de manière qui changerait à jamais la façon dont les humains interagissent.